Bonjour, bonsoir. On va commencer un nouveau cours de la gastrologie qui va s'intéresser à la maladie cœliaque. Donc, la maladie cœliaque, comme introduction à ce cours, c'est une maladie auto-immune. Donc, chez des patients génétiquement prédisposés où on a une intolérance au gluten. C'est quoi le gluten? Le gluten, c'est un composé qui se trouve surtout au niveau du blé et qui leur donne cette composition élastique. La gina. اللي كتخليه يكون عجينة. Donc, هذا هو le gluten. Et donc, cette intolérance au gluten, si bien sûr l'individu il continue de consommer le blé, l'orge, seigle, etc., ça peut induire une atrophie de la paroi intestinale parce que ça va être inflammé, etc. Et donc, ça peut induire la dysplasie et des problèmes digestifs. Ainsi que, on peut avoir un tableau associant des troubles digestifs. Parce que la maladie cœliaque, mais chez les troubles digestifs, et carence nutritive. Parce que la maladie cœliaque peut être une étiologie du syndrome de malabsorption. Parce que figurez-vous, donc maladie cœliaque, intolérance au gluten, inflammation chronique, dysplasie et atrophie villositaire. Et dans ce cas, le tube digestif ne sera plus capable de bien absorber les nutriments. Et donc on peut avoir un problème de carence vitaminique. Et ça peut être le symptôme révélateur de la maladie cœliaque. Donc voilà. Donc la maladie cœliaque, comme on l'a dit, c'est une maladie auto-immune et non allergique. L'origine, c'est une prédisposition génétique, soit HLA DQ2 ou bien HLA DQ8. Et donc, ils peuvent induire l'apparition de l'intolérance au gluten, donc la maladie cœliaque. Donc, c'est une entéropathie auto-immune induite par le gluten et qui a besoin de la prédisposition génétique. C'est une maladie de l'enfance, mais touche aussi l'adulte. Et normalement, mais normalement, c'est comme la population l'a décrit, c'est que cette intolérance au gluten, elle est symptomatique lors de l'enfance et ensuite elle est bien tolérée après. Mais il faut savoir que durant l'âge adulte, c'est plutôt les problèmes pariétaux qui vont survenir et donc le problème de l'inflammation chronique et ça peut induire ainsi le syndrome de malabsorption. Mais les phénomènes aigus disparaissent, comme la diarrhée, etc. Donc c'est une maladie sous-diagnostiquée. C'est pour cela. Il faut la suspecter lorsqu'il n'y a pas d'autre étiologie qui explique la malabsorption, par exemple, ou une carence isolée. L'origine peut être la maladie cœliaque et qui induit l'atrophie villositaire. Donc, comme on a dit, la maladie cœliaque, normalement, elle peut rester carrément asymptomatique. Et c'est ça le problème de diagnostic. C'est qu'au début, ou là pendant une longue durée, elle peut être au stade latent. Ça veut dire qu'il n'y a presque aucun retentissement. Il y a aussi la maladie cœliaque qui est silencieuse. Et ces deux formes, elles induisent un problème de diagnostic. Parce que ça rend difficile de dépister les atteintes dans ce cas. Et, ou bien même, on peut voir un tableau fruste. Ça veut dire un individu peut faire une diarrhée chronique, une dénutrition, un visage maigre, une cachexie, etc. Donc, on peut voir seulement un symptôme qui peut orienter vers ceci. Donc, certaines particularités, ça touche surtout l'âge moyen, entre 20 et 40 ans, parce que après le degré d'inflammation diminue et c'est à peu près normal que le tube digestif diminue sa fonction avec l'âge, c'est le déclin physiologique, etc. Il touche surtout les femmes par rapport aux hommes. La prévalence, c'est de l'ordre de 1% en Europe. Au Maroc, il n'y a pas vraiment encore d'études qui étudient la prévalence. Donc, un peu avec le temps, avec l'épidémiologie, etc., on aura des données presque exactes. Et la forme clinique classique, elle est rare. Regardez. Comme on a mentionné, la maladie cœliaque surtout, elle se présente avec un tableau fruste. Ça veut dire avec des symptômes isolés. Un seul, ou bien deux, ou bien presque aucun symptôme. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de la paroi de l'intestin, ces peptides de la gliadine, ou le gluten. Donc, ces peptides de la gliadine, ils vont subir une désamination sélective par la transglutaminase, la TG, tissulaire. Et ça va induire le complexe TG-gliadine. Jusque-là, c'est normal. Mais ce complexe TG-gliadine, s'il interagit avec une molécule HLA, de type DQ2 ou le DQ8,
Rappelez-vous, DQ راه كيكون داخلين في الHLA. Donc s'il interagit avec l'une de ces deux, ça va induire une réaction inflammatoire. Et cette réaction inflammatoire, elle a des effets cytotoxiques sur les entérocytes. Et sur le plan chronique, ça peut induire l'atrophie villositaire. Et donc, ça peut se manifester par un syndrome de malabsorption plus tard. Donc, voici un schéma pour nous montrer ce qu'on vient de mentionner. Donc, la gliadine absorbée, elle subit une désamination par la transglutaminase. Et ce complexe, il est capable de stimuler le CMH ou bien le HLA lorsqu'il contient le type DQ2 ou bien DQ8. Et lorsqu'il la stimule, ça induit la réaction immunitaire, l'inflammation. Et cette inflammation avec le temps peut induire l'atrophie villositaire, ou bien l'hyperplasie des cryptes, ou bien l'infiltration lymphocytaire, etc. Donc ces trois, vous les caractéristiques qu'on va trouver à l'examen anatomopathologique. C'est très important. Donc l'atrophie villositaire, les cryptes qui sont hyperplasiques, donc les glandes, etc. Et l'infiltration lymphocytaire. Donc comme on a dit, la maladie cœliaque, elle peut être asymptomatique carrément. La diarrhée est absente dans 20 à 50% des cas. Mais le plus fréquemment, c'est une diarrhée chronique qui se présente. Donc diarrhée chronique, modérée, sans retentissement sur l'état général, pouvoir des douleurs abdominales, une constipation, donc l'opposé, et elle peut être asymptomatique. Mais il faut faire attention, puisque c'est une maladie auto-immune, elle peut être associée à d'autres maladies auto-immunes, comme le diabète type 1, donc insulinodépendant, la cholangite biliaire primitive, etc. Donc ce sont d'autres maladies auto-immunes associées. Et donc systématiquement, lorsqu'on a une maladie immune quelconque, donc on doit dépister les autres associés, parce que cet intérêt ça favorise. On peut voir parfois des formes monosymptomatiques, comme l'anémie isolée, l'hypertransaminasémie isolée, l'ostéoporose isolée, etc. Et donc, il découle des signes de carence. Donc, l'ostéoporose due à voilà, le trouble de vitamine D, donc ostéopénie, ostéoporose, ostéomalacie, anémie fériprive, donc problème de fer, etc. Et voilà, alopécie, stéatose hépatique, les crampes, tétanie, problème de calcium, etc. Donc, ça peut être le seul signe qui peut nous orienter vers une maladie cœliaque. Mais bien sûr, la stratégie, c'est quoi? Parce que c'est difficile de toujours suspecter la maladie cœliaque. Donc, c'est un diagnostic presque d'élimination. Mais il y a des éléments en faveur, mais c'est un diagnostic d'élimination, surtout face à un syndrome de malabsorption. Syndrome de malabsorption, on voudrait surtout éliminer les problèmes soit enzymatiques, ou bien la pullulation microbienne, etc. Mais lorsqu'on n'a pas aucun symptôme qui nous oriente vers les derniers, ainsi que des éléments en faveur de la maladie cœliaque, autrement dit, une amélioration lors d'un régime sans gluten. Ça veut dire que très probablement, le problème c'est le gluten. Donc là, on sera amené à suspecter le problème. Donc la maladie cœliaque. Donc certaines particularités, on peut voir des signes extradigestifs. Ça rentre dans le cadre d'une maladie auto-immune, donc une atteinte cutano-muqueuse, aphthose buccale récidivante, hépatique, cytolyse inexpliquée, et qui peut nous induire cette hypertransaminasémie isolée. Donc cytolyse auto-immune, غالبا, mais ماشي زعما hépatite auto-immune, c'est autre chose. Neurologique, donc neuropathie périphérique, épilepsie, ataxie. Donc lors d'un cadre de trouble, la vitamine B9, vitamine E, vitamine E, شنو اخر et les vitamines B12 je me rappelle jamais كان عندها دور في système nerveux. On peut avoir des atteintes articulaires, oligoarthrite, inflammatoire séronégative, des troubles gynéco-obstétriques comme l'aménorrhée, stérilité, etc. Donc la maladie cœliaque au final, c'est une maladie auto-immune et comme toute maladie auto-immune, c'est presque une maladie de système. Donc ça peut toucher tous les organes, presque. Donc c'est pour cela que les signes extradigestifs peuvent être en lien avec cette maladie cœliaque. Voilà. Parfois on peut avoir des signes atypiques, donc selles irrégulières, constipation chronique, appétit diminué, douleur abdominale, etc. Donc ils peuvent se trouver. Hypoplasie de l'émail dentaire, anémie fériprive, douleur osseuse, syndrome hémorragique. Donc c'est associé
غالبا soit à une carence, soit un problème auto-immun, l'inflammation, etc. Donc bien sûr, comme on a dit systématiquement, lorsqu'il y a un problème d'une maladie auto-immune, il faut dépister les autres. Donc là, on va commencer à chercher les associations. S'il est associé à la trisomie 21, à la dermatite herpétiforme, regardez, systématiquement, lorsqu'on trouve quelqu'un qui présente la maladie cœliaque, ou bien l'inverse, qui présente la dermatite herpétiforme, il faut dépister une maladie cœliaque. Parce que ces deux maladies sont presque toujours liées. Donc, maladie cœliaque, dépister dermatite, dermatite herpétiforme, dépister la maladie cœliaque. Trisomie 21, diabète type 1, cirrhose biliaire primitive, cirrhose biliaire. Bon. Et ensuite, pourquoi ici on va parler d'un déficit sélectif en IgA? C'est très important de dépister un déficit sélectif parce que l'un des examens diagnostiques, c'est à la recherche des IgA. Donc l'examen diagnostique à la recherche d'IgA, alors que le patient lui-même a un problème au niveau des IgA, le sérodiagnostic, la sérologie, elle sera toujours négative. Alors que lui, il a réellement un problème en ce qui concerne les anticorps. Ainsi que thyroïdite auto-immune, comme le thyroïdite d'Hashimoto, etc., maladie de Sjogren, maladie d'Addison, neuropathie périphérique, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut chercher les autres associations, surtout auto-immunes. À l'endoscopie, ou bien la fibroscopie, qu'est-ce qu'on va trouver? On peut trouver la muqueuse normale, donc jusqu'à 20%, ou bien l'atrophie. Et cette atrophie, elle peut être soit festonnée, en mosaïque, etc. Donc regardez ici des images où on peut à peine voir les villosités et les valvules connivantes. Regardez l'image en haut à droite, c'est l'image normale. En bas à droite, elles sont très atrophiées. Elles ne poussent pas beaucoup. Et à gauche, c'est l'image en mosaïque. Euh, ça veut dire panaché. Il y a des zones très atteintes, des zones légèrement atrophiées, etc. À la biopsie, comme on a dit, les trois marqueurs qu'on va chercher. L'atrophie villositaire, l'hypertrophie des cryptes. Regardez ici en bas à droite, comme on le regarde, les cryptes sont très actives par rapport en haut. Alors que les villosités sont atrophiées, avec ainsi une infiltration lymphocytaire intraépithéliale et au niveau du chorion. Regardez ici en bas à droite, on peut voir cette infiltration éosinophile partout. Mais si زعما globule polynucléaire éosinophile, mais ça se colore d'une manière éosinophile. C'est vrai. Mais acide. Voilà. Donc ça témoigne de l'infiltration des globules blancs, des lymphocytes et plasmocytes, mais qui de la coloration. Donc ces trois caractéristiques, si on les trouve, c'est que c'est très probablement, on peut confirmer qu'il s'agit de la maladie cœliaque. Mais dans les cas douteux, on peut faire la sérologie dans ce cas. Donc classification de MASH en fonction de l'infiltration, combien de lymphocytes il y a à l'intérieur, atrophie villositaire partielle, ça donne un classification 3A, 3B, etc. Atrophie villositaire. Et ça classifie vraiment le degré d'atteinte de la maladie cœliaque. Est-ce qu'elle est très évoluée, est-ce qu'elle est minime, etc. Parce que comme on a dit, la maladie cœliaque, elle peut être asymptomatique, elle peut être fruste. Ça veut dire qu'il n'y a aucun retentissement presque. Mais dans certains cas, elle peut profondément altérer la paroi épithéliale, la paroi digestive de la muqueuse, mais chez la muqueuse digestive, et c'est ce qui peut induire le syndrome de malabsorption. Donc c'est comme un spectre. Il peut être asymptomatique, ou bien il peut être carrément dénutri. Donc la maladie cœliaque, on va chercher les anticorps. Donc les anticorps surtout de type IgA. IgA, on distingue les anticorps anti-endomysium, IgA, antitransglutaminase, IgA, mais qui a une exception. Concernant la gliadine désamidée, on va avoir recours à l'IgG parce qu'il est mieux performant. Et non seulement l'anticorps antigliadine, anticorps de la gliadine déamidée, il est très important. Pourquoi? Parce que imaginez avec moi, vous avez trouvé que l'individu il a le déficit isolé en IgA. Parce que vous l'aviez cherché, associé, il a un déficit IgA. Donc les tests précédemment mentionnés pour les anticorps anti-endomysium ou bien anti-transglutaminase IgA, ils seront inefficaces. Il va toujours tester négatif.
Et donc ce peptide déamidé de la gliadine, c'est lui, IgG, il va être notre référence dans ce cas. C'est de troisième intention, presque. Donc on va chercher s'il teste positif pour l'anti-endomysium, antitransglutaminase IgA. Sinon, on va faire l'IgG du peptide déamidé de la gliadine. Donc هذه هي la stratégie. Donc anticorps IgA. Sinon, on aura recours aux IgG de ce type. L'antigliadine, on l'a abandonné, on ne l'utilise plus. Donc les trois ont la référence. Voilà. Et ils ont surtout un intérêt dans le suivi. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, les anticorps, pourquoi ils sont synthétisés? Parce qu'il y a un contact avec le gluten. Et donc, il y a un problème. Le complexe gliadine, donc TG-gliadine, transglutaminase, gliadine. Et donc, c'est ça le problème. Donc, imagine avec moi, l'individu, il prend un régime sans gluten, pur. Avec le temps, l'inflammation, elle va disparaître. Et donc, le corps va arrêter de synthétiser les anticorps. Et c'est pour cela, c'est l'intérêt de suivi, le dosage de ces anticorps. Parce que s'il commence à diminuer, ça veut dire que l'individu, il suit bien son régime. Et c'est ce qu'on veut. Lorsque le régime est strict, avec le temps, la sérologie, elle devient négative. Et ainsi, et on peut même avoir un retour de l'épithélium à la normale. Donc les atteintes épithéliales, elles peuvent elles aussi régresser. Et c'est pour cela le dosage des anticorps sont très importants dans le cadre du suivi thérapeutique. Voilà, sous régime sans gluten. Parce qu'avec le temps, s'il le suit à la lettre, les anticorps, il va commencer à tester négatif. Mais bien sûr, on doit d'abord confirmer qu'il a la maladie cœliaque. Donc il doit déjà soit tester positif ou bien la biopsie. Et donc ensuite, on aura le suivi des anticorps. Donc les tests sérologiques, IgA, on met la première intention. Sinon, si IgA négatif ou bien déficit en IgA, deuxième intention, on met les IgG, déamidés, transglutaminase déamidée. Oui. Donc gliadine déamidée. Voilà. On peut aussi le typage HLA, parce que si on ne trouve pas le problème génétique, ça veut dire que l'individu, 100%, il ne fait pas de maladie cœliaque. Parce que comme on a dit, la condition de survenue de la maladie cœliaque, c'est la prédisposition génétique. Donc HLA DQ2 et DQ8. Donc si on ne les trouve pas, par PCR ou bien séquençage ou bien autre méthode qui permet d'étudier le génome humain, ça veut dire que très probablement, il ne fait pas de maladie auto-immune de type maladie cœliaque. Donc c'est pour ça qu'il est très très important. Lorsque HLA est négatif, le diagnostic il est éliminé immédiatement. Donc même si on avait un doute, il est éliminé à ce niveau-là. Voilà. Donc on met les méthodes pour confirmer la maladie cœliaque. Les complications de la maladie cœliaque, donc voilà, les facteurs pouvant contribuer à un faux négatif des tests sérologiques, soit l'âge inférieur, donc les IgA ils sont déjà diminués, ou bien un déficit sélectif, erreur de laboratoire, etc. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. On doit avoir d'abord une dose suffisante d'IgA pour qu'on puisse faire la sérologie. C'est ça la contre-indication de la sérologie. Imagine avec moi un individu immunodéprimé. Donc immunodéprimé, il ne peut pas synthétiser un taux d'anticorps suffisant. Donc il peut lui aussi tester négatif et donc il faut faire attention dans ce cas. On peut faire l'examen par vidéocapsule parce que l'intestin grêle il est difficile à explorer. Donc dans le cadre d'une fibroscopie, on peut opter plutôt pour une vidéocapsule et donc on va voir l'atrophie villositaire. Donc voilà l'intestin normal et il nous permet de voir l'atrophie villositaire au niveau de la paroi. Donc les indications sont surtout soit réapparition des symptômes malgré un régime sans gluten ou bien à la recherche des complications qu'on va voir, soit la jéjunite ulcérée, donc l'ulcération, ou bien le lymphome T, ou bien adénocarcinome du grêle. Parce que quand même, comme on a dit, de la maladie cœliaque, elle peut induire une dysplasie de l'intestin. Et la dysplasie favorise la survenue des cancers et de la dégénérescence. Donc les complications, stratégie diagnostique, donc voilà. Comme on a dit, on se base la sérologie parce qu'elle est facile. Si la sérologie est positive, donc on va biopsier. Si la biopsie elle est positive, c'est ça y est, on a confirmé la maladie cœliaque. Sinon, si la sérologie est négative, donc très probablement, sauf s'il y a un problème immunitaire,
c'est que très probablement, il n'y a pas de maladie cœliaque. Sinon, si on suspecte quand même, on va faire la biopsie. Et si la sérologie et la biopsie ne sont pas suffisantes, donc dans ce cas, on aura recours au typage. Au typage ou bien séquençage du génome humain. Donc on va étudier s'il a le gène HLA-DQ2 ou bien DQ8. Et c'est la méthode de confirmation de l'atteinte. Voilà. Donc les complications, surtout comme on a dit, la survenue des lésions malignes. Donc les lésions malignes, comme le lymphome non hodgkinien, le lymphome malin, le carcinome épithéliaux ou bien adénocarcinome. Donc carcinome épithéliaux de l'épithélium, soit l'oropharynx ou bien l'œsophage, donc l'épithélium malpigien, etc. Non kératinisé. Ou bien l'adénocarcinome carrément des glandes, donc de la muqueuse au niveau de l'intestin grêle ou bien les organes génitaux. Ça peut aussi ulcérer, donc l'ulcération du grêle, cavitation ganglionnaire. Et bien sûr, les complications sont graves parce qu'il augmente la morbidité et la mortalité grandement par rapport à un sujet qui ne fait pas les complications. C'est pour cela, la maladie cœliaque, il faut surtout reposer sur le dépistage et non pas le traitement des complications parce que ça s'avère difficile et voilà, inefficace. Donc nous, on préfère largement prévenir et donc instaurer le régime sans gluten précoce. Et comme on a dit, le régime sans gluten précoce, il induit une restitution complète. Donc diminution de l'inflammation et retour à la normale de tissu euh, digestif, du tube digestif. Donc c'est pour cela notre orientation thérapeutique. Donc le traitement, c'est un régime sans gluten à vie. Donc exclusion définitive du blé, l'orge, le seigle, etc. qui contiennent le gluten parce qu'ils vont induire l'inflammation et donc remodelage, etc. Et donc un problème, trouble. Donc si on l'évite, éviction complète, on n'aura jamais ce problème. Et donc la restitution épithéliale, elle est lente, mais après exclusion du gluten, il se fait complètement après 2 ans. Le RHC, donc régime sans gluten, c'est le seul moyen de prévenir donc, les complications. Parce que si on ne consomme plus de gluten, on ne fait plus d'inflammation, donc il vit comme un individu normal. Mais bien sûr, il doit éviter le gluten. Voilà. C'est tout concernant la maladie cœliaque. Comme on a dit, pour résumer, c'est une entéropathie auto-immune déclenchée par le gluten, donc une intolérance au gluten, et qui peut retentir sur la trophicité et là, et induire une dysplasie du tube digestif. Cette dysplasie, elle livre le passage à des complications graves, notamment les lésions malignes. Et voilà. Et le traitement le plus efficace, c'est le régime sans gluten strict. Voilà. C'est tout concernant ce cours. Si vous avez profité de ce cours, n'hésitez pas de laisser un like, un joli commentaire. Vous savez, j'aime toujours les lire et on se verra bientôt. Bon courage.